Bonsoir. On ne perdra pas de temps. On va aller direct au but. Si je vous parle de cancer, généralement, ce qu'on entend, c'est histoire d'horreur, puis ça finit généralement par la mort. Ce que je me demande, c'est est-ce que collectivement, on pourrait voir ça autrement? Moi, la première fois que j'ai été en contact avec le mot en C, j'étais à Saint-Étienne-de-Bolton. C'est juste une usine à bonheur. J'ai passé mes étés d'enfance là, à courir dans les champs puis à être juste heureuse. C'était une journée comme les autres. Je suis rentrée dans la maison pour aller chercher je ne sais pas quoi, probablement une boîte pour mettre une couleuvre ou une grenouille. Puis, toute la famille était là. Tout le monde a arrêté de parler net et tout le monde avait les yeux rouges. Je suis retournée dehors, j'ai fait comme si rien n'était, mais en dedans, j'avais une boule immense. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais je ne savais pas quoi. J'imaginais bien que c'était grave, puis ça l'était. Ma mère était atteinte du cancer. En 10 ans, elle l'a eu 2 fois, puis la 3e, c'est lui qui l'a eu. A posteriori, quand je pense à tout ça, ce qui était paniquant, au-delà de, bon, oui, c'est la première fois qu'on a un contact avec la finitude, puis le fait que c'est pas juste quelque chose d'abstrait, il y avait toute la dimension de l'inconnu, puis de l'impuissance profonde. Chez moi, ça s'est traduit par une espèce d'assiduité féroce dans l'auto-examen des seins. Contre le cancer, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais me taponner les seins une fois par mois, ça, j'étais capable. Et je l'ai fait assidûment à partir de l'âge de 16 ans, tous les mois. Sauf un, j'ai manqué le mois de septembre 2018. J'étais dans mon bain quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, ben, on va le faire. Ce qu'il y a de bien, quand ça fait longtemps qu'on fait ça, on sait comment ça marche, on connaît ses seins. Puis, quand on arrive à des choses qui ne devraient pas être là, bien, on les reconnaît. Puis quand je suis arrivée en dessous du sein droit, ce que je tentais, c'était gros comme une pile C, puis je savais que ce n'était pas normal. Je suis sortie du bain, j'ai consulté Dr Google, j'ai fini par trouver quand c'est dur, non mobile, non douloureux, puis gros, c'est mieux de consulter. Alors, j'ai sauté des diapos. Je vous présente ma mère. Donc, une fois que j'ai eu à appeler à la clinique, j'ai eu pris rendez-vous. J'avais fait tout ce qu'il fallait, je le savais. Mais ce soir-là, quand je me suis couchée, ça ne m'a pas aidé à dormir. Et ça a duré pendant 46 jours. 46 jours qui m'ont paru comme 46 ans, parce que rapidement, je me suis retrouvée passablement seule. J'en pouvais plus de me faire dire de rester positive. Puis là, je sais d'où partaient les gens avec ça. C'est pas compliqué. C'est comme dans le petit chaperon rouge. Les enfants ont peur du gros méchant loup, puis les adultes ont peur du gros méchant crabe. Sauf que moi, quand c'est arrivé mon tour, même si je l'avais dit bien des fois à bien du monde de rester positif dans l'instant présent, faire de la méditation, tout le kit, quand c'est arrivé à moi, ce que j'entendais, c'est comme si les gens me disaient de dormir, alors que moi, j'étais étendue sur le bord de l'eau, dans l'obscurité la plus totale, puis que j'entendais les pas de millions de gros méchants crabes autour de moi. Ça ne dort pas très bien. La seule personne qui m'a aidée pendant cette période-là, c'est mon amie d'enfance, Marie-Claude Simard. À ce moment-là, elle traversait une récidive du même cancer qu'on allait me diagnostiquer plus tard. Elle était apaisante pour moi parce qu'elle n'avait pas peur de ma peur. Ça, c'était bien. Quand je lui disais que j'avais peur de ne pas être capable d'amener mes enfants à majorité, que je ne voulais pas leur faire vivre la même chose que moi j'avais vécu, elle ne me disait pas de rester positive, ni de boire du jus vert.
quand je lui disais que j'avais peur de la chimio, que je ne me sentais pas capable de vivre ce que ma mère avait vécu, elle ne me disait pas qu'on n'est jamais éprouvé au-dessus de nos forces. Non, elle m'a dit, Kat, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais tu vas être capable. Ça se fait. Puis le 30 novembre, quand je suis revenue chez moi, après mon premier traitement de chimio, que j'avais les effets secondaires qu'on m'avait annoncés, mais j'ai fait « Ah, ouais, c'est pas aussi pire que ce que j'avais imaginé. » Marie-Claude avait raison. Et là, qu'on se comprenne bien, hein, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas des effets secondaires terribles, ça existe. Ce que je dis, c'est que ce que ma mère a vécu il y a 35 ans, bien, c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, grâce à la recherche, ce que la plupart des gens vivent, ça ressemble beaucoup plus à ce que Marie-Claude et moi, on a vécu. Mais, dans l'inconscient collectif, ce qui est resté, c'est la même image qu'il y a 35 ans. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Il faut défaire ça. Parce que quand on arrive à un diagnostic, ou bien on a le combat de sa vie à mener, ou bien on retourne au travail, puis il faut faire comme si rien n'était, alors que des fois, ça fait des semaines, des mois, qu'on dort avec des gros méchants crabes. On n'est pas dans le meilleur état. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'une Marie-Claude Simard pour toutes les femmes qui sont en pré-diagnostic. Parce que ce qu'elle avait fait avec moi, ce n'était pas de la grande magie. Elle avait accueilli ma détresse, elle avait normalisé ce que je vivais, puis elle avait dédramatisé des perceptions gonflées que j'avais. Cette idée-là a commencé à exister en dehors de ma tête le 31 décembre 2018 autour de 17 heures. Je sortais des vraies richesses. Ça, c'est la boulangerie la plus exquise de Sherbrooke et probablement de tout l'univers. Et comme le petit chaperon rouge, j'ai décidé de prendre le raccourci puis d'aller par la petite ruelle sombre. Et là, j'ai rencontré, non pas le loup, j'ai rencontré une autre Marie-Claude, Marie-Claude Battista. Je la connaissais parce qu'on avait déjà travaillé sur un projet ensemble l'année précédente. Et cette Marie-Claude-là, je savais qu'elle était chercheure. Quand on s'est rencontrés, je dois vous dire, ça a dû être un peu surréel pour elle. Imaginez ça, c'est la veille du jour de l'an, vous rencontrez une connaissance, elle vous apprend qu'elle a le cancer, puis elle est partie sur une fly, super excitée par une idée de Marie-Claude au pluriel, puis elle veut savoir comment ça marche un projet pilote. Elle a été bien fine. Elle m'a parlé de son comité de patients partenaires en recherche. Là, j'ai dit, mais moi, je ne connais rien là-dedans. Et là, elle m'a dit, fais-moi confiance, je te rappelle en janvier. J'y ai fait confiance, puis de cette petite ruelle sombre-là, il est né d'abord une belle amitié. Puis ensuite, pendant toute l'année qui a suivi, Marie-Claude a travaillé d'arrache-pied pour amener toute la profondeur scientifique à l'idée que j'avais eue. Elle, puis les autres patients partenaires de notre comité m'ont appris que pour faire partie d'une équipe de recherche, je n'avais pas besoin d'une expérience scientifique. J'avais juste besoin de mon expertise de la vie avec la maladie. Puis ça, comment ça se traduit, le partenariat patient en recherche? Bien, par exemple, dans une équipe où on était plusieurs patients, on nous questionnait, on nous consultait sur de la documentation qui allait être remise à des patients pour qu'ils puissent faire un choix éclairé sur des options de traitement. Dans la documentation, partout, il était question de 3 % de risque de récidive. À un moment donné, il y a une patiente qui a dit « Pourquoi on ne parle pas de 97 % de chances de survie sans récidive? » Et là, le chercheur clinicien qui était avec nous, il a fait « ouais, j'ai jamais vu ça comme ça. Ouais, c'est une bonne idée, puis je vais faire ça avec mes patients dorénavant. » Fait que le partenariat patient, c'est pas du rocket science, c'est juste de couvrir l'angle mort des chercheurs, celui de la vie avec la maladie. Un autre exemple, j'étais dans une équipe où je devais rappeler des patientes qui traversaient le même cancer que moi j'ai eu. Je dois vous dire que le cancer du sein que j'ai eu, c'est un cancer
qui touche moins de monde, puis qui a un pas de très bon pronostic au départ. Alors, je rappelle des patientes, et à un moment donné, je suis avec une dame au téléphone, puis elle me dit « Vous avez eu ça, vous, le cancer du sein? » Je dis « Oui. » Elle dit « Pas le triple négatif. » Je dis « Oui. » « Puis vous n'êtes pas morte? » « Non! » Et à la fin de l'appel, cette dame-là m'a dit que juste le fait de me parler, ça lui apportait beaucoup d'espoir. Ben moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Puis ça a créé du sens. Si ce que j'avais vécu, ça pouvait en aider d'autres, parfait pour moi. Une autre chose qui est vraiment intéressante en recherche, comme patient partenaire, c'est tout ce qu'on apprend. Saviez-vous que le cancer, c'est une histoire de Jedi et de Harry Potter? Je vous raconte ça. Les Jedi, toute leur armée, notre système immunitaire, les globules blancs, les cellules tueuses, sont incapables d'éliminer l'ennemi parce qu'il a revêtu une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter. Et les fabuleux chercheurs sont en train de trouver le moyen de désactiver la cape d'invisibilité pour que l'armée de Jedi casse le cancer. C'est très formidable. Une autre chose qui est intéressante, c'est quand on voit nos idées atterrir. Le 1er octobre dernier, j'ai eu le privilège de voir mon idée de Marie-Claude Simard pour toutes se réaliser. La Fondation québécoise Cancer du sein a cru à l'idée, entre autres à cause du travail scientifique que Marie-Claude avait fait. Et puis, ils ont lancé une ligne, et au bout de cette ligne-là, c'est des femmes comme Marie-Claude et moi qui répondent à d'autres, qui accueillent leur détresse, qui normalisent ce qu'ils vivent. Et en prime, ces femmes-là sont formées pour les guider vers de l'information qui va leur éviter de passer des nuits blanches sur Google. C'est sharp. Tout ça, être capable d'apprendre, être capable de participer à la recherche, sentir que son expérience sert à quelque chose. C'est devenu quelque chose d'important pour moi. C'est devenu mon occupation à temps plein. Je suis impliquée dans 56 000 affaires. Ma famille vous dirait trop. Et pour moi, si c'est si important, c'est parce que j'ai la conviction profonde que si on veut des meilleurs soins puis des meilleurs traitements, il faut que les chercheurs cherchent. Puis pour qu'ils trouvent, ça prend des gens pour participer à leur recherche. Saviez-vous qu'il y a seulement 3 % de taux de participation aux essais cliniques en oncologie? Puis là, je ne parle pas de l'iniquité, celle qui fait qu'une femme à Montréal puis une femme à Sept-Îles ne se verront pas offrir les mêmes options de participer à des essais cliniques et comme option de traitement. Et ça, qu'est-ce que ça change? Bien, c'est la différence entre une Sylvie Breton vivante puis une Sylvie Breton morte. Sylvie Breton, c'est une femme qui avait, en 2018, entre 3 et 6 mois en avant d'elle. Elle s'est d'abord engagée de façon assidue dans ses soins, et c'est ce qui lui a permis de surfer d'une étude clinique à une autre. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins bien marché. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est encore très en vie, très active. Elle est patiente partenaire chercheur sur un projet de recherche qu'elle a initié. Si on veut multiplier les exemples comme ça, encore faut-il que les gens sachent que ça existe. Et là-dedans, le partenariat patient peut faire quelque chose, parce que c'est un instrument puissant qui peut aider à démystifier la recherche puis la rapprocher de la population. Moi, par exemple, je suis capable de parler de la recherche, je suis capable de parler du cancer, des avancées qu'il y a là-dedans. Puis, je ne le fais pas comme une scientifique, je ne suis pas une scientifique, je le fais comme moi. Ce qui fait que quand j'en parle à des amis ou à des gens qui ne sont pas dans les cercles d'initiés de la recherche, bien, on se comprend. Et ça, pour moi, c'est le petit pas dans la direction de défaire l'espèce d'aura de Voldemort qu'il y a autour du cancer. J'aimerais ça vous parler d'une version italienne de l'histoire du petit chaperon rouge. Dans cette version-là,
le petit chaperon rouge s'en tire à la fin juste parce qu'elle est plus futée que le loup. Pour moi, la différence entre cette version-là et celle des frères Grimm, c'est la même chose que le changement de posture qui s'est opéré chez moi par rapport au cancer. Avant, j'étais un petit chaperon rouge naïf dont la survie dépendait d'un bienveillant chasseur passé par là par hasard. Facile d'imaginer la mort au bout d'une histoire de même. Aujourd'hui, quand je pense au cancer, c'est plus la mort que je vois. C'est toute une armée de petits chaperons rouges. Des chercheurs, des patients partenaires, des gens comme vous et moi, qui ont des expertises complémentaires qui sont formidables, puis qui marchent main dans la main en regardant le gros méchant crabe direct dans les yeux. Puis je vous assure, je suis sûre qu'à notre gang, on est bien plus futé que le cancer.